Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis responsable du service blogging scientifique. Responsable du blogging scientifique, ce sera un peu ambitieux, mais c'est déjà pas mal. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je savais que je parlais après Marin. J'ai prévu quelque chose de court. Euh, je vais essayer, en fait, en écho à l'historique et aux enjeux que vient d'évoquer Marin, de faire un petit état des lieux, panorama actuel de la plateforme et d'évoquer avec vous quelques perspectives et quelques questions qu'on se pose, nous, au sein de l'équipe d'Open Edition, au sujet d'hypothèses et de son développement futur et qui peuvent faire écho à peut-être des préoccupations et des questions que vous vous posez et en tout cas qui peuvent peut-être donner naissance à des chantiers qu'on pourrait envisager ensemble. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais pour vous donner une image de ce qu'est Hypothèse aujourd'hui, on a 4650 carnets sur la plateforme, donc toutes thématiques, tout type de carnet, toutes disciplines confondues, dont 2760 carnets au catalogue. Je ne vais pas détailler les critères qui font qu'un carnet est au catalogue, mais en gros, ce sont les carnets qui ont trouvé leur rythme de croisière, qui ont publié quelques billets, puisque quand on crée un carnet au départ sur Hypothèse, c'est une coquille vide, donc on ne l'inscrit pas tout de suite au catalogue d'Open Edition, on attend un peu pour le faire. Et parmi ces carnets, on a 830 carnets qui sont des carnets archives, dont 690 qui sont au catalogue. Les carnets archives, c'est un statut qu'on a développé il y a quelques mois maintenant, qui permet en fait de donner une place, une visibilité aux carnets qui ne sont plus alimentés pour différentes raisons. Et donc ces carnets vont automatiquement basculer dans un statut d'archive afin d'inciter en fait leur auteur à les conserver sur la plateforme puisqu'on considère qu'ils ont toujours une valeur assez importante, assez intéressante. Par la création de ce statut, on a essayé d'inciter les gens à ne pas demander la suppression de leur carnet une fois qu'un projet donné arrive à son terme, ce qui arrivait assez fréquemment auparavant. On a pris pour information comme critère pour la bascule dans ce statut archive le fait de ne pas publier sur un carnet pendant au moins 2 ans. Donc si un carnet reste inactif pendant 2 ans, automatiquement il bascule dans ce statut. Le jour où vous republiez sur votre carnet, automatiquement le statut d'archive disparaît. Ces 4650 carnets ont généré 335 000 billets sur la plateforme, donc tout type de billets confondus, que ce soit des choses très courtes ou des billets beaucoup plus longs. Et ces billets ont été produits par 22 000 carnetiers. Donc 22 000 carnetiers, c'est-à-dire 22 000 personnes qui ont un compte sur Hypothèse associé à au moins un carnet. Alors, il y a des comptes qui sont associés à un carnet et qui n'ont pas publié de billets, mais la plupart ont au moins publié un billet. Cette activité de publication a généré en 2018 14,2 millions de visites sur l'ensemble de la plateforme. On a reçu 749 candidatures de carnet en 2018, donc à peu près 62 candidatures par mois. C'est un peu supérieur au chiffre qu'évoquait Marin tout à l'heure, parce qu'on a eu un pic en fait assez récent de candidatures sur les dernières semaines, sur les derniers mois, qui explique l'augmentation de cette moyenne. Donc 62 candidatures par mois et 690 nouveaux carnets créés sur les 749 candidatures, ce qui fait qu'on a un taux de refus d'à peu près 8% sur Hypothèse cette année, qui est un taux classique en fait si on regarde sur les années passées. On est assez permissif en fait sur la création des carnets sur Hypothèse. On essaye de laisser de la place à tout type de projet. La plupart du temps, quand on refuse des candidatures, ce sont des carnets en fait pour lesquels les candidatures présentent des informations qui manquent en fait pour qu'on puisse vraiment statuer dessus. Et quand on va demander des précisions aux porteurs de projet, on n'a jamais de réponse en fait. Donc ça c'est le cas le plus fréquent qui fait que la candidature n'aboutit pas. Des refus purs et simples sont très très rares sur Hypothèse. Je voulais mettre l'accent aussi sur ce petit panorama sur l'aspect international d'Hypothèse qui est assez important, puisqu'on a une diversité linguistique qui est assez forte. Alors, on a tout de même un fort tropisme francophone, avec plus de 2200 carnets francophones à l'heure actuelle, mais on a également près de 300 carnets anglophones sur la plateforme, 226 carnets germanophones, 72 carnets hispanophones, 37 carnets italophones, 28 carnets lusophones et 25 carnets dans d'autres langues. Donc ça, ce sont uniquement les carnets qui sont au catalogue d'Open Edition. Donc vous voyez qu'il y a une diversité qui est assez intéressante. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que cette répartition linguistique, donc elle se base sur la langue qui est déclarée au moment de la candidature. Vous indiquez la langue de publication principale du carnet.
Mais cette proportion du coup linguistique est pas tout à fait la même quand on regarde à l'échelle du billet, où là, on n'a pas de déclaration dans WordPress, dans Hypothèse, sur chaque billet, mais nous, on a des outils qui permettent en fait une détection automatique de la langue, et cette détection automatique de la langue montre que si on a toujours une dominance de billets et donc de contenu francophone, ensuite ce sont par contre les contenus germanophones en fait qui sont en tête avec 66 000 billets. euh, Puis seulement les contenus anglophones, et on a également les contenus lusophones qui remontent dans le classement, entre guillemets, enfin en tout cas dans ce classement quantitatif. Et puis on retrouve derrière donc 7000 billets hispanophones, 3000 billets italophones et 2300 billets dans d'autres langues. Bon, je vais passer assez vite là-dessus. C'est pour continuer dans l'idée de vous montrer le développement international d'hypothèses. Donc là, ici, on a l'implantation des carnetiers, donc des producteurs de contenu sur la plateforme, à l'échelle internationale, avec une implantation assez marquée fortement en Europe, vous le voyez assez clairement, mais également en Amérique du Nord, un peu en Amérique du Sud, et puis dans une moindre mesure en Afrique, et puis ensuite de manière assez marginale à différents endroits du monde, notamment en Asie. Si on zoome un petit peu donc sur l'Europe, effectivement, on voit que de manière assez cohérente avec les chiffres que je vous ai présentés juste avant, on a une implantation qui est assez fortement marquée en France et ensuite également donc en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne, c'est-à-dire en fait dans les pays européens où nous avons des partenaires qui travaillent avec nous au développement d'hypothèses et dans les pays que nous avons identifiés comme étant les axes de développement prioritaires pour hypothèses. En France, l'implantation des carnetiers, elle est de manière sans doute assez logique, corrélée avec les pôles universitaires et les pôles urbains, et c'est une des tendances en fait qui perdurent en fait d'année en année. Je précise que ces cartes que je vous montre là sont des cartes qui sont issues de notre rapport d'activité de l'an dernier, puisqu'on n'a pas encore les cartes des données de cette année, mais les tendances semblent a priori être les mêmes. Au niveau de l'implantation des lecteurs cette fois, il y a une correspondance assez forte avec l'implantation des carnetiers. On retrouve un pôle assez marqué en Europe et puis ensuite Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et un peu moins, voire beaucoup moins l'Asie, l'Océanie. En Europe, toujours la même chose, la France et puis nos principaux partenaires, donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal principalement. Voilà. Quelques mots pour vous présenter l'équipe d'Hypothèse, donc l'équipe qui fait tourner Hypothèse, si on peut dire les choses comme ça, au quotidien. Donc en l'occurrence l'équipe du service blogging scientifique, qui est composée actuellement de 4 personnes, avec Céline Guilleux qui est chargée de validation scientifique, qui s'occupe de la validation des candidatures sur la plateforme et qui va s'occuper de tout ce qui concerne le catalogage des carnets, donc la valorisation des carnets de recherche au catalogue d'Open Edition. C'est également elle qui s'occupe de tout ce qui concerne l'attribution d'ISSN en lien avec la Bibliothèque nationale de France. Michel Tamarin qui est chargé de projet web, qui lui va être sur les aspects plus techniques, qui va faire le lien avec notre équipe informatique pour notamment l'installation de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, et qui va participer à l'accompagnement des utilisateurs pour les aspects plus techniques. Marion Vesely qui est aujourd'hui avec nous, qui est chargée de l'accompagnement des utilisateurs et de la valorisation des contenus. Donc accompagnement des utilisateurs, c'est-à-dire réponse à vos sollicitations, qu'elles soient techniques ou éditoriales, notamment via la liste des carnetiers, qui est une liste de discussion qui réunit à peu près 2500 personnes à l'heure actuelle, et accompagnement également, entre autres, via la tenue de formation au blogging scientifique. Et puis valorisation des contenus, puisque c'est Marion également qui passe en revue les billets qui sont publiés chaque jour sur la plateforme, les billets francophones et anglophones, et va choisir, sélectionner des billets à valoriser, à mettre en avant sur les portails d'accueil d'hypothèses. Et puis moi-même qui suis responsable du service blogging scientifique, et je m'occupe en particulier de l'aspect partenarial et des formations avec Marion. Alors, nous, on est le service blogging scientifique, donc c'est nous qui sommes les principales personnes impliquées dans le fonctionnement d'Hypothèse au quotidien, mais on n'est pas seul. Et du coup, quand on parle de l'équipe d'Hypothèse, il convient quand même de citer tous les gens qui travaillent avec nous au quotidien, et notamment tous nos collègues du service informatique, qui est un secteur vraiment transversal au sein d'Open Edition, sur lequel on s'appuie beaucoup, bien évidemment. Et puis, on pourrait aussi citer nos collègues du service communication, des services administratifs et financiers, qui constituent vraiment un écosystème qui fait tourner la plateforme au quotidien.
C'est un travail partenarial sur Hypothèse, puisqu'on travaille avec notamment l'UNED en Espagne, qui est l'université à distance qui s'occupe du versant hispanophone d'Hypothèse. Côté allemand, c'est la Fondation Max Weber, la Max Weber Stiftung, avec qui on va travailler. Et puis j'ai mis les logos de deux autres partenaires nationaux, cette fois avec qui on travaille également. La Bulac, qui nous prête des locaux pour les formations qu'on donne à Paris régulièrement. Et puis l'INIST, avec qui on est en train, donc l'Institut national de l'information scientifique et technique du CNRS, avec qui nous sommes en train de développer une formation en ligne qui va venir compléter dans quelques temps les formations en présentiel que l'on donne régulièrement. Un conseil scientifique qui est composé de 14 membres de la communauté académique, qui sont garants du périmètre de scientificité d'hypothèse. C'est sur ce conseil scientifique que l'on va s'appuyer quand il y a des candidatures qui sont problématiques, en tout cas qui sont originales, on va dire, pour statuer sur le fait de savoir est-ce que cette candidature rentre dans le périmètre de ce qui fait hypothèse aujourd'hui ou non. Et justement, les discussions de ce conseil scientifique permettent aussi de définir le périmètre de la plateforme, puisque Hypothèse a des contours qui sont mouvants par essence, et c'est grâce à ces discussions qu'on va pouvoir un petit peu faire évoluer le périmètre de cette plateforme. Alors ça peut être via des ouvertures, via la validation de candidatures de carnets qui situent à la limite des sciences humaines et sociales, parfois avec des thématiques très transversales, et ça peut être aussi avec des fermetures, pour le dire de manière un peu rigide. L'exemple en fait qui est le seul aujourd'hui exemple qui est un cas de refus clair de carnet sur la plateforme, euh, y compris pour des carnets qui sont dans le champ des sciences humaines et sociales, ce sont les carnets qui se revendiquent comme étant des revues de recherche. Voilà, on a défini après des discussions avec le conseil scientifique que la meilleure place pour une revue n'était pas sur une plateforme de blog comme Hypothèse. Donc un carnet qui accompagne une revue, qui est là pour valoriser des contenus qui sont publiés par ailleurs dans une revue, a tout à fait sa place sur Hypothèse, mais un carnet qui se veut être le support sensu stricto d'une revue scientifique, aujourd'hui, ne peut pas ouvrir de blog, de carnet sur Hypothèse. Le conseil scientifique qui, historiquement, comme le disait Marin, participe à la valorisation des contenus. Alors, participer à la valorisation des contenus, beaucoup au départ, via des recommandations, notamment via Twitter, via une sélection de billets, via un système de flux RSS. C'est effectivement une activité qui a un peu disparu. Pour une plutôt bonne raison, entre guillemets, c'est lié à la croissance de l'équipe en fait, d'Hypothèse, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir suffisamment de force vive pour nous pouvoir assurer ce travail de valorisation en interne. Reste que cet aspect en fait de valorisation fait par le conseil scientifique est très intéressant et que ça fait aussi partie des choses à discuter dans le futur et à essayer de faire évoluer pour trouver une place au conseil scientifique dans ce rôle de valorisation. Et puis on a également des conseils scientifiques pour chaque communauté linguistique, donc côté espagnol, côté allemand et côté anglais, enfin anglophone en tout cas. Quelques perspectives d'évolution de la plateforme. Alors, proposer de nouvelles fonctionnalités au carnetier, hein, c'est une perspective qui correspond un petit peu à nos missions récurrentes, mais qui est assez importante pour nous et qui permet de faire vraiment évoluer aussi Hypothèse. Donc, le but du jeu, c'est concrètement d'installer de nouvelles fonctionnalités sur Hypothèse pour répondre aux besoins des utilisateurs, tout en étant contraint par le fait qu'on a une plateforme de 4600 blogs, ce qui fait qu'on ne peut pas installer tout et n'importe quoi dessus avec la souplesse qu'on aurait avec un blog isolé. Donc ça parfois rallonge un petit peu les processus, mais ça fait bien partie de nos missions et de nos perspectives. Optimiser l'accompagnement des carnetiers via notamment la formation en ligne que j'ai évoquée tout à l'heure et la création prochaine d'un système de support forum. On y croit, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça va arriver un jour, qui permettra en fait d'amener une plus grande pérennité dans les réponses qu'on apporte aux utilisateurs quotidiennement, puisqu'actuellement le fait de passer par une liste de discussion fait qu'il y a pas mal de choses qui se perdent et qui se répètent. Renforcer l'accessibilité de la plateforme, c'est quelque chose sur lequel on a un chantier qui avance petit à petit, alors qui n'est pas propre à Hypothèse. C'est des problématiques qu'on a à l'échelle d'Open Edition, avec cette idée de rendre accessibles tous nos contenus au plus grand nombre, et notamment aux personnes qui ont des déficiences physiques de quelque ordre que ce soit. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément eu les moyens de beaucoup travailler, sur lesquelles on n'a pas eu beaucoup eu les moyens d'avancer ces dernières années, mais c'est aujourd'hui un chantier et un axe qu'on essaye de mettre un petit peu plus au centre de nos préoccupations.
Augmenter la visibilité d'hypothèses, ça aussi c'est une perspective d'évolution assez forte pour nous, avec notamment la refonte des portails d'accueil de la plateforme qui aujourd'hui mettent en avant des billets donc, sélectionnés par Marion quotidiennement et puis par nos partenaires linguistiques pour les instances qui ne sont pas francophones et anglophones. Mais de notre point de vue, ce dispositif n'est pas entièrement satisfaisant et gagnerait à être revu pour proposer une meilleure valorisation des contenus et peut-être aussi pouvoir augmenter la visibilité d'hypothèses vers des lecteurs qui sortiraient de la sphère académique, qui serait un petit peu moins peut-être des lecteurs classiques d'hypothèses. Et puis valoriser les contenus dans une logique transplateforme, c'est-à-dire valoriser les contenus en prenant un peu mieux en compte l'écosystème d'open edition que Marin a évoqué tout à l'heure, puisqu'il y a quand même pas mal de passerelles entre les contenus de nos différentes plateformes, des passerelles simplement thématiques, disciplinaires, qui sont assez évidentes et qui permettraient de pouvoir valoriser les contenus de manière plus cohérente, et puis des passerelles encore plus marquées parfois avec, par exemple, les carnets de revues que j'évoquais tout à l'heure, des carnets qui existent, et qui ont une légitimité sur hypothèse, qui accompagnent des revues scientifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas, nous, de notre côté, de système de valorisation en fait, de ces différents types de contenus de façon conjointe, et on gagnerait peut-être à réfléchir à comment mettre en place une valorisation de ce type. Mieux connaître les lecteurs d'hypothèses, c'est aussi un objectif pour nous, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu un angle mort dans la connaissance, la compréhension de la plateforme et de ce qui fait hypothèse. Alors ça peut passer par une enquête de lectorat, ça peut passer par différents dispositifs, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a en tête depuis pas mal de temps et qu'on aimerait bien essayer sur lequel on aimerait bien essayer d'avancer. Ça passe aussi par une meilleure connaissance statistique en fait, des fréquentations sur la plateforme qui est en passe de s'améliorer avec un outil qu'on teste en ce moment et sur lequel on communiquera sans doute courant 2019. Et puis quelques questions pour finir. 4 questions que j'ai listées, qui sont des questions on se pose nous et que je vous soumets aussi en guise d'ouverture à la discussion, soit à l'issue de ce premier panel, soit des discussions futures qu'on pourra avoir au cours de la journée, voire plus tard. La première, c'est de manière assez large et peut-être basique, qu'est-ce que le blogging scientifique? Puisque aujourd'hui, cette question se pose pour nous de savoir est-ce que c'est à nous finalement de définir ce que c'est que le blogging scientifique et par nos actions, notamment de valorisation éditoriale, de proposer une sorte de norme en fait et de valoriser certains types de contenus en se disant que un blog ça doit être ça aujourd'hui, un blog scientifique, un billet scientifique ça doit être ça. Ou alors est-ce qu'on doit considérer que c'est les usages des utilisateurs qui doivent définir ce que c'est que le blogging scientifique. Par exemple, aujourd'hui, on a une tendance lourde sur hypothèse qui est que la plupart des billets qui sont publiés ne sont pas des billets qui présentent euh, des résultats de recherche à proprement parler, mais sont plutôt des billets qui vont accompagner la recherche. On a, par exemple, énormément de billets qui annoncent des événements scientifiques. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on dit c'est pas sur hypothèse que ça doit être publié? On a une plateforme comme Calenda par exemple qui est a priori le bon lieu pour publier ce genre d'annonce, ou est-ce qu'on doit considérer que si les gens utilisent leur blog comme ça, c'est que ce besoin se fait ressentir et c'est que c'est un usage du blogging scientifique qui est légitime, et bon, c'est une question qui se pose. Qui sont les carnetiers? Donc je disais que la question de qui sont les lecteurs se pose, mais la question de qui sont les carnetiers est aussi centrale en fait dans nos réflexions, puisqu'on a assez paradoxalement très peu d'informations là-dessus. Quand les gens déposent une candidature sur hypothèse, on demande l'affiliation en fait des porteurs de projets. On va avoir un rattachement académique, éventuellement un poste qui va nous donner une indication en fait de la personne qui a déposé la candidature, qui n'est pas toujours la personne qui va alimenter le carnet ensuite, et qui surtout, une fois que le carnet va être créé, va pouvoir constituer une équipe éditoriale de plusieurs potentiellement dizaines ou centaines de personnes autour de lui. Et sur ces personnes-là, nous, on n'a absolument aucune information, puisque c'est partie de la liberté éditoriale qu'on donne aux carnetiers, ce qui fait qu'on a une connaissance assez minime en fait de qui sont les carnetiers aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas un vrai problème, je sais pas, en tout cas c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est intéressant d'essayer d'y répondre? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Peut-être qu'on peut en discuter. Est-ce que la typologie aujourd'hui des carnets qu'on a mis en place ne serait pas trop normative? Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter il y a quelques mois. Dans le catalogue d'Open Edition,
vous voyez qu'il y a plusieurs entrées possibles selon les types de carnets, donc carnet de thèse, carnet de chercheur, euh, carnet de séminaire, carnet de veille, carnet de vulgarisation, etc., etc. Des cases en fait dans lesquelles on peut faire entrer des carnets, des cases qu'on demande en fait de cocher lors de la candidature, du dépôt de projet de candidature d'un carnet. Alors, c'est des guides pour les gens qui déposent une candidature, qui peuvent les inciter à publier tel ou tel type de contenu, qui peuvent les aider à démarrer la publication sur un carnet. C'est aussi une porte d'entrée dans le catalogue pour les gens qui cherchent des contenus. Et en même temps, on se demande si le fait de faire rentrer en fait des carnets dans ces boîtes-là est pas un petit peu antinomique avec le fait de revendiquer une liberté éditoriale sur hypothèse et le fait de vouloir une hybridation permanente en fait des contenus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous questionne, d'autant que les projets éditoriaux sur hypothèse évoluent. Un carnet de thèse typiquement devient assez souvent un carnet de chercheurs, un carnet de séminaire peut devenir autre chose, etc. Il y a beaucoup d'évolutions qui font que, au final, cette classification que nous on met en place sur la base de la candidature des carnets devient assez vite obsolète. Donc en plus de ça, on a une classification qui est très très difficilement euh, maintenable à jour, donc ça pose aussi des questions à ce niveau-là. Et puis dernière question, la question de la labellisation des carnets. C'est quelque chose qu'on a évoqué avec Marin à plusieurs reprises ces derniers temps. C'est pas un chantier sur lequel on est en train d'avancer concrètement pour l'instant, mais c'est des questions qui se posent et qui nous semblent intéressantes à évoquer et à creuser. Alors, labellisation des carnets, c'est quelque chose qu'on peut voir sous plusieurs angles. L'idée, il y en avait plusieurs, c'était par exemple de se dire, alors globalement c'est l'idée de se dire on a une masse de carnets aujourd'hui qui est assez importante. Donc pourquoi pas essayer de mettre en place des labels pour justement donner des nouvelles clés de tri, des nouvelles portes d'entrée aux lecteurs d'hypothèses et même aux carnetiers. On a par exemple la question des carnets qu'on va appeler des carnets pédagogiques, qui sont aujourd'hui des carnets qui sont alimentés par des étudiants, qui sont encadrés par un enseignant le plus souvent, qui publient des contenus à l'issue de leurs travaux d'unité d'enseignement, quelle qu'elle soit, et qui sont du coup des carnets qui ont une valeur pédagogique très importante, mais une valeur peut-être, un intérêt entre guillemets, entre tous les guillemets que ça peut comporter, un intérêt scientifique peut-être moindre que certains autres carnets qui sont des carnets de chercheurs ou de séminaires, de programmes de recherche ou que sais-je encore. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un label par exemple pour ces carnets qui identifierait ces carnets en tant que carnets pédagogiques, qui ne serait pas une façon du tout de les dévaloriser, au contraire, mais de montrer leur spécificité. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir, par exemple, un label pour les carnets qui sont les carnets historiques d'hypothèses, les carnets qui publient le plus, les carnets qui sont le plus repris sur la plateforme et en dehors? Bon, c'est des pistes qu'on peut détailler si vous le souhaitez. Et je vais en rester là, je vous remercie.